Bonjour à tous. Ravi de vous avoir pour un nouveau webinar. On va commencer d'ici 1 ou 2 minutes, le temps de tout bien finir en termes d'installation, entre guillemets. Juste, j'en profite pour vous rappeler que le webinar est enregistré et que vous aurez accès à la fin à l'enregistrement vidéo. Et juste en termes d'utilisation, c'est assez simple, Livestorm, pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Vous avez la possibilité d'écrire dans le chat. Vous avez la possibilité de poser des questions dans l'onglet questions qui se trouve en bas à droite. Et durant le webinar, il y aura de temps en temps des sondages auxquels vous pouvez répondre et qui permettraient d'avoir un peu vos retours. Et bien évidemment, vos micros et caméras sont coupés. Il y a uniquement les intervenants, mais ce qui n'empêche pas évidemment que vous posiez des questions et qu'on puisse interagir avec vous. Et l'objectif, ça va être d'essayer de tenir en un peu moins d'1 heure la présentation. Et on commence d'ici 1 à 2 minutes. Fabrice est écrit dans le... Invité en Fabrice, il y a Fabrice qui nous rejoint, il va monter sur scène. Je viens de l'inviter. Me voilà. Bonjour Fabrice. Bonjour. À tous. Ça va bien. Donc on va pouvoir commencer le webinaire. Donc on a souhaité faire un webinaire autour de la prévention des risques et le lien et la confiance qu'on peut apporter dans le parcours locataire. Et je suis très heureux aujourd'hui d'avoir pas mal de participants et d'acteurs. Je vous laisse peut-être vous présenter. Jérôme, je te laisse commencer. Bonjour à tous. Donc je suis Jérôme Revy et moi je suis le papy de la PropTech, c'est comme ça que je me présente, puisque j'avais fondé une start-up dans la PropTech en 2009. C'est pour vous dire à quel point c'était très tôt. Et j'ai eu un parcours donc d'entrepreneur dans la PropTech. Et puis, j'ai revendu ensuite ma boîte à un éditeur de logiciels. Après, ensuite, j'ai fait beaucoup de conseils. Je m'occupe toujours un peu du salon Rent. Et puis, je m'occupe également d'un fonds d'investissement PropTech chez NCI. Voilà, donc ce qui me donne un peu une expertise sur ce secteur. Merci beaucoup, Jérôme. Thomas ? Oui, bonjour à tous. Donc, Thomas Neuraz, je suis un des 3 cofondateurs et CEO de la société Smart Garant. De manière assez simple, on est un néo-garant, donc en fait un produit de garantie locative. Et donc, on a très largement étudié les problématiques justement du parcours locataire dans le but de mettre en place un produit de garantie locative qui est sous format de GLI inversé, donc à la charge du locataire. Donc voilà, on va pouvoir traiter un peu toutes ces problématiques, comment est-ce qu'on a réussi à optimiser tout ça pour éviter certaines fraudes. Notamment, ça fait un peu plus de 5 ans aujourd'hui qu'on existe, on est une bonne quinzaine dans la société. Et voilà, donc à peu près dans les grandes lignes, on pourra revenir un peu dessus sur ce qu'on fait. Et je laisse la parole à Fabrice, côté The Lock. Oui, bonjour à tous et à toutes. Donc Fabrice Soulet, je suis le fondateur de la plateforme The Lock, spécialisée sur le dossier locataire et effectivement la lutte contre la fraude documentaire, l'usurpation d'identité. On est aujourd'hui la plateforme leader pour les professionnels de l'immobilier pour collecter les candidatures des locataires. Et on propose une assurance loyer impayé que je développerai plus tard, qui garantit le paiement du loyer tous les mois aux propriétaires. La différence de celle de Thomas sur Smart Garant, c'est que nous, c'est le propriétaire qui paye cette assurance. On vous l'expliquera. Et avec une particularité, c'est que on garantit le paiement du loyer aux propriétaires tous les mois à 100%, ce qui permet à l'agent immobilier de prendre des parts de marché. On y reviendra tout à l'heure. L'entreprise existe depuis 5 ans. Également, on est aujourd'hui 40 collaborateurs et on vient d'effectuer une levée de fonds qui va nous permettre d'accélérer sur l'année 2025. Très bien. Et donc moi, je suis Flavien Douetto, je suis un des 2 cofondateurs de Hublot. Et Hublot, c'est un logiciel de gestion locative.
qui est basé sur 3 interfaces. Une interface pour le gestionnaire, une interface pour les états des lieux, une interface pour le locataire. On essaie de proposer un outil fluide et beau pour les acteurs de l'immobilier. Et on existe depuis 4 ans. Ce que je vais vous proposer, c'est de commencer par une introduction et je vais laisser la parole à Jérôme pour commencer. Merci. Donc, pourquoi ce sujet, en fait, il m'est apparu assez vite parce que ça fait maintenant plusieurs années que je vois les innovations arriver sur le secteur de l'immobilier et ces innovations se sont faites beaucoup par paliers. Il y a eu toute une période où il y a eu beaucoup d'innovations dans le secteur de la transaction, mais j'ai constaté que depuis 3-4 ans, on avait beaucoup d'innovations sur le secteur de la gestion locative, de l'administration de biens au sens large. Et ces innovations, en fait, rencontrent en particulier toutes les innovations digitales, notamment parce que les parcours digitaux, plutôt les parcours des locataires, sont de plus en plus digitaux. Et puisque ces parcours sont digitaux, eh bien, il est important d'introduire la notion de confiance. Et on a vu beaucoup d'innovations venir sur ce secteur, sur la garantie de loyer, sur la digitalisation du parcours avec le partage de documents, etc. etc. Et je vois bien qu'avec des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles plutôt solutions à base d'IA, à base d'open banking, etc., eh bien, la notion de confiance est de plus en plus importante. Alors, de quoi parlons-nous ? Moi, ce que je constate, c'est qu'on a à la fois un effondrement de la production de logements et puis un effet de la décohabitation, les gens qui divorcent, au lieu d'avoir un logement, ils en ont 2, l'immigration, le vieillissement de la population, tout ça, ça crée une véritable friction sur le marché pour les candidats à la location. C'est une situation qui est vraiment inquiétante et qui d'ailleurs avait fait l'objet d'une proposition de loi de la part du député Michael Nogal qui s'appelait « Louer en confiance ». On a donc une demande qui est supérieure à l'offre et donc c'est des frictions qui interviennent aujourd'hui dans les grandes villes et on a une explosion du nombre de dossiers par location. On peut avoir jusqu'à une 30aine de dossiers ouverts pour une seule location. Donc autant dire que la compétition entre les candidats locataires est quand même assez importante. Et malheureusement, ça crée des inégalités d'accès au logement, mais aussi une multiplication des fraudes et des arnaques. Et donc tout ça, quand on met ça dans une cocotte minute qui finit par exploser, on a un marché dans lequel on a une défiance réciproque entre des bailleurs et des candidats. Donc les uns se méfient des autres. Et dans un univers digitalisé, où le parcours locataire commence par Internet, c'est-à-dire qu'on commence par un portail Internet où on va chercher des annonces, eh bien, il était important de restaurer cette confiance, à la fois côté propriétaire, on en parlera, mais aussi côté locataire, parce que le partage des documents, ce sont des données confidentielles, on a des éléments qui aujourd'hui sont utilisés pour falsifier des documents, mais aussi parce qu'on a un impact sociétal important pour permettre l'accès au logement au plus grand nombre avec des technologies aujourd'hui qui le permettent. Et pourquoi ? Et je vous donne quelques chiffres pour illustrer ça. C'est des chiffres que j'ai trouvés qui sont des chiffres qui sont partagés par Dossier Facile. Il y a une explosion de l'usurpation d'identité. On est passé de 200 000 personnes qui sont victimes d'usurpation d'identité à plus de 400 000. Pourquoi ? Parce que les données confidentielles sur les papiers d'identité sont largement disponibles aujourd'hui via l'Internet, parce qu'on les partage un peu sans faire attention, notamment quand on va préparer un dossier locataire. D'ailleurs, il y a des arnaques qui sont organisées autour de ça, les fameuses fausses annonces immobilières,
où ma fille en avait été victime, il y a une fausse annonce, elle est alléchante, on y répond, on envoie dessus des données qui sont confidentielles sans qu'il y ait aucun traitement de ces données-là, et on se voit falsifier son identité après pour obtenir un crédit ou je ne sais quoi, ce qui peut créer des situations qui sont relativement dramatiques. Et on a près d'un Français sur deux qui sont quand même prêts à falsifier leur dossier de location parce qu'ils veulent accéder au logement. C'est cette fameuse tension que j'expliquais tout à l'heure. Et le chiffre que j'ai trouvé qui me paraît vraiment hallucinant, c'est quand même que 23% des dossiers qui sont fournis en Île-de-France comportent des documents falsifiés. Donc vous irez voir, il y a un petit article sur le Canard enchaîné que j'ai mis ici qui explique un petit peu tout ça. Donc un petit rappel simplement, et après je donnerai la parole aux autres, c'est que chaque locataire doit, ou colocataire ou garant, chaque partie prenante d'un bail doit pouvoir justifier de son identité, de ses revenus, de son domicile et de sa situation professionnelle. Et c'est tout. Et la collecte de ces documents, elle est fixée par décret. Mais elle doit obéir au principe de respect de la confidentialité, de l'intégrité des données et du RGPD. Et ça, aujourd'hui, jusqu'à présent, c'était pas organisé. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on voit maintenant de plus en plus de plateformes qui organisent cette collecte de documents avec, heureusement, la possibilité de vérifier ces documents pour éviter la fraude, la falsification des documents, etc. Et ça, tous ces sujets-là, c'est à la fois pour pour restaurer cette fameuse confiance dont on a besoin quand un bailleur reçoit des dossiers, quand un locataire envoie son dossier au bailleur, mais c'est aussi parce que avec un certain nombre de technologies dont on pourra parler plus tard en question, eh bien, on peut ne plus s'arrêter au dossier lui-même et on peut regarder la solvabilité d'un locataire plutôt que de regarder sa situation professionnelle, ce qui permet de donner un accès au logement un peu plus large. Voilà un petit peu les grands principes de ce que je voulais rappeler et Thomas et Fabrice vont nous expliquer un petit peu plus comment eux, ils voient les choses. Merci beaucoup, Jérôme. Donc, la première partie va être autour de la candidature au logement et je laisse la parole à Fabrice pour introduire. Oui, tout à fait. Comme l'a dit Jérôme, on a en fait, pour la candidature au logement, un accès qui se fait principalement par le web, c'est-à-dire l'accès qui permet aujourd'hui non plus de passer devant une agence traditionnelle, une vitrine, même si ça se fait encore. La démarche est beaucoup plus simple de le faire par le web. Et donc, on va sur les portails web que tout le monde connaît, qui sont des portails comme Bien Ici, Se Loger, Le Bon Coin, etc. Donc, la démarche se fait en amont sur un besoin qui est le besoin de trouver un logement dans une zone donnée, avec un impact plus fort sur les plus grandes métropoles, puisque effectivement, c'est là que se trouvent les étudiants, c'est aussi que se trouvent le travail et donc où la tension est la plus forte. Est-ce que tu peux, Flavien, nous avancer sur le slide d'après, s'il te plaît ? Merci. Donc du coup, aujourd'hui, le constat qu'on fait, Jérôme donnait quelques chiffres, je vais les compléter. Un agent immobilier qui passe une dizaine d'annonces avec les packs web des différents portails web, en région parisienne par exemple, peut avoir jusqu'à 250 mails par jour de demande d'information. Ces 250 mails par jour de demande d'information, c'est juste insupportable pour lui, parce que tout simplement, et ses équipes, parce que tout simplement, il n'y a pas de valeur ajoutée à répondre à 250 mails par jour. Il le subit en fait, tout simplement. Et donc, ce qu'on a créé à la demande des professionnels de l'immobilier qui nous ont dit, en fait, super, The Log, ça nous plaît pour collecter, mais il faut qu'en amont, vous puissiez nous aider à répondre à toute cette demande parce que ça génère du déceptif quand on ne répond pas. Quand on arrive le lundi matin et qu'on ouvre sa boîte mail, on a tout sauf envie d'y répondre. Et donc, il faut trouver une solution. Et donc, ce qu'on a créé comme fonctionnalité, c'est la possibilité de gérer une automatisation des réponses. Qu'est-ce qu'on fait en automatisant les réponses ? On onboard les candidats locataires, même à 2h du matin ou le dimanche après-midi. Et on a donc la possibilité, tout simplement, derrière, de leur proposer de déposer leur dossier. Et donc, on pilote et on trie un premier niveau de candidats. Et pour donner d'autres chiffres, on a en historique sur notre plateforme des datas bien précises avec jusqu'à 95 dossiers complets
sur le même bien. Là, je parle d'une agence qui est sur Villepinte, donc en région parisienne. Donc, il fallait à un moment trouver un système pour libérer l'agent immobilier d'une tâche administrative et chronophage et lui permettre, en fait, grâce à notre outil, de répondre à l'intégralité des mails. Je peux vous donner aujourd'hui les stats après plusieurs années d'utilisation de cette fonctionnalité. Un agent immobilier qui met en place cette fonctionnalité ne s'en sépare plus, puisque, en fait, son intérêt, c'est de faire son vrai travail. C'est le travail qui passe après, c'est-à-dire l'analyse du dossier avec les outils qu'on met à sa disposition, le choix du locataire, la visite, la rédaction du bail, etc. Donc voilà aujourd'hui une évolution déjà qui amène du confort à l'agent immobilier et on aura l'occasion de reparler de la suite de cette chaîne, mais elle démarre bien à ce moment-là et ça lui libère beaucoup de temps pour faire son travail quotidien qui est le bon métier et celui qui lui amène des résultats. Et juste pour compléter, on a fait un sondage rapide, on voit que alors, il y a encore que 10 votants, mais la très grande majorité des gens n'ont juste pas le temps de répondre à toutes les demandes d'email. Et j'ai vu passer plusieurs initiatives de VoiceBot pour traiter automatiquement les appels téléphoniques, parce qu'on parle des emails, mais alors si on met un numéro de téléphone, en fait, il est surchargé. J'ai eu plusieurs amis qui, quand ils ont cherché une location, se sont retrouvés avec un répondeur qui était plein d'une personne ou en fait jamais réussi à répondre. Donc, il y a aujourd'hui, dans les zones tendues, une disproportion du nombre de demandes par rapport à l'offre disponible et il y a un enjeu de traitement en masse. Parce que là, c'est juste pas possible. Et on risque de se retrouver noyé entre des demandes pertinentes et des demandes pas pertinentes et de pas avoir le temps de gérer les demandes pertinentes. Sans rentrer dans tous les détails, hein, il y a effectivement une logique les agents immobiliers ne reçoivent beaucoup d'appels téléphoniques, ils reçoivent du passage agence aussi, et donc c'est très chronophage pour eux, très difficile à piloter parce que à un moment on peut pas mettre 2 personnes au même endroit. Donc, on a trouvé des solutions aussi pour via un système de faire répondre au téléphone à la place d'eux. Et donc, pour le compte d'eux, on a mis en place, nous, une techno qui permet également de répondre à la place d'eux au niveau du téléphone en reroutant les appels téléphoniques pour plus que l'agent immobilier ait à les traiter. Ça permet de faire la suite. Donc, une fois qu'on a réussi à traiter son tsunami de demandes automatiques, l'idée, c'est comment on arrive cette fois-ci à aller dans la collecte et l'analyse du dossier de location. Je laisse encore la parole à Fabrice pour la première partie. Ouais, en fait, ce que je voulais, c'est faire un flashback sur le avant, le aujourd'hui et le demain en matière de collecte, automatisation, sécurisation. Jérôme a évoqué l'usurpation d'identité et la fraude documentaire. C'est beaucoup plus grave qu'on ne le croit aujourd'hui. Et ça démarre aussi par une façon de travailler différente qu'on doit mener pour prendre des parts de marché en tant que professionnel de l'immobilier. On a travaillé à l'époque avec des photocopies. Moi, j'ai connu ça parce que j'ai 54 ans dans quelques jours. Et effectivement, quand j'ai commencé à 27 ans dans le métier de l'immobilier, j'ai fait de la location et j'ai reçu des candidats à la location dans un marché moins tendu qu'aujourd'hui. Mais on lui donnait une liste, voilà, la fameuse liste avec tous les documents à donner, le bloc identité, bloc ressources, bloc domiciliation et le bloc imposition. Il collectait cette liste, il nous ramenait les documents, on faisait des photocopies et on conservait ça dans un beau petit dossier avec bailleur et locataire sur notre bureau. Je peux aujourd'hui faire un sondage de qui a encore des documents sur son bureau. Ça serait intéressant, Flavien, mais voilà, je vous déconseille de faire ça, ou en tout cas de bien les ranger, parce que tout simplement, pendant que vous avez le dos tourné, quelqu'un peut prendre un document qui n'est pas le sien et puis l'utiliser à des mauvaises intentions. Donc ça, c'est l'époque des photocopies. Le deuxième sujet, c'est qu'on est passé rapidement au mail. Alors là, le mail, c'est aussi dangereux, voire plus, puisque c'est à cet endroit-là qu'il y a le plus de fraude. Les outils utilisés par les agents immobiliers sont des outils faciles, simples d'accès, comme Gmail ou Outlook. Mais c'est aussi là que passent les fraudeurs. Les fraudeurs passent par le hacking de vos boîtes mail. Et donc, c'est là qu'en fait, il peut y avoir de l'usurpation d'identité. On récupère des documents dont vous avez la responsabilité de conservation et qui, au final, sont pris par quelqu'un d'autre pour un autre usage. On a ajouté à ça, pour aller vite, du KYC. Qu'est-ce que c'est le KYC? C'est une APIisation de vérification de cohérence et de données pour voir si, effectivement, les documents qu'on récupère peuvent être falsifiés. C'est une première couche, mais pas suffisante. Donc, pour moi, je la mets déjà dans l'ancienne méthode. Voilà, c'est déjà mieux que rien, hein, mais je la mets dans l'ancienne méthode. Et c'est quoi l'avenir? Aujourd'hui, on utilise en fait de l'agrégation de données d'État. Déjà, ça simplifie les parcours.
parce qu'on est sur des parcours beaucoup plus rapides. Et on utilise également de l'agrégation de données bancaires. C'est-à-dire que ça soit en papier ou en agrégation de données, on ne se base que sur les revenus de quelqu'un. Alors que dans l'agrégation bancaire, on se base également pour les risques pris par les compagnies d'assurance et les études des actuaires des compagnies d'assurance, on se base sur un bon comportement de gestion, ce qui est complètement différent. En clair, il peut y avoir des red flags sur un comportement. Et puis, autant la France n'est pas en avance là-dessus, que je vais prendre un chiffre pour l'Espagne, on est à 78% d'acceptation de l'open banking en Espagne sur plein de pans, pas uniquement l'économie immobilière, mais également l'économie automobile, tout ce qui est l'industrie de la vente en ligne, parce que ça nous permet en fait d'intervenir comme tiers de confiance, aussi bien Smart Garant que The Lock, on intervient comme tiers de confiance pour aider les professionnels dans un pan de métier à certifier sans être en détention de données personnelles à risque. Et juste pour compléter, on a refait un sondage et on voit que là, c'est un peu plus proche, moitié-moitié, sur est-ce qu'ils utilisent aujourd'hui un outil de candidature, hein. Donc, comparé à la question précédente où tout le monde, personne répondait grosso modo à tous les contacts. Là, on voit qu'on a quand même un taux d'équipement qui commence à être à peu près normal. Et oui, il y a un enjeu, comme tu l'as mentionné aujourd'hui, de fuite de données, comme l'a aussi dit Jérôme en introduction. Je pense qu'on a tous entendu parler là de ce qui s'est passé avec Free, mais de manière générale, aujourd'hui, on voit qu'il y a un véritable enjeu sur cette sécurité de données. Et on voit aussi comment ça a adopté des... Ça s'était mis en place déjà il y a 5-10 ans, utiliser les flux bancaires pour pouvoir permettre d'identifier les bons, les mauvais profils. Ça faisait partie du process standard pour avoir une approche qui est beaucoup plus précise, uniquement des pièces qui peuvent être falsifiées ou autres. Fabien, pour compléter Fabien sur ça, et je voudrais juste dire en fait, le conseil que je peux donner à toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, à titre personnel ou professionnel, ne donnez pas vos données sans savoir à qui vous les donnez. Il y a eu récemment un reportage sur TF1 qui explique qu'un faux bailleur a récupéré l'ensemble d'un dossier d'un garant. Et bien entendu, il n'a pas donné la location puisqu'elle n'existait pas. Et au final, il a généré, grâce à tous les documents récupérés, un leasing chez Peugeot, chez Stellantis, pour un véhicule. Et donc, pour se sortir de cette situation, c'est très, très compliqué. Donc, ne donnez pas à un particulier, sans savoir à qui vous avez affaire, des données qui ne sont pas, qui sont sensibles et qui pourraient utiliser à votre insu. Thomas, tu veux prendre la suite ? Ouais, avec plaisir. Du coup, effectivement, nous, le sujet de la confiance entre locataire et bailleur, on a identifié 2 points clés sur lesquels ça pouvait s'articuler. Le premier sujet, c'est le volet préventif. Donc, effectivement, il y a aujourd'hui plusieurs solutions et plusieurs méthodes qui permettent justement d'anticiper certains risques et à la fois de faciliter le parcours, que ça soit côté locataire et pour vous, mais également du coup d'anticiper des risques, par exemple de fraude, d'impayés ou autre. Donc le premier volet, évidemment, on en a parlé, mais c'est effectivement la sélectivité sur les locataires. Et donc pour ça, c'est aujourd'hui important de s'outiller, à la fois pour vous faciliter, vous, le process en interne, gagner du temps et en fiabilité. Donc ça passe par la vérification et certification des dossiers, l'analyse évidemment du dossier avec l'application du taux d'effort et donc l'analyse in fine de la solvabilité de vos candidats locataires. Le second dispositif, c'est, on va dire, plus la dimension garantie qui sera en mesure de payer en cas d'impayé, en cas de pépin. Donc il y a plusieurs solutions aujourd'hui. Je ne vous fais pas vraiment l'affront de les redétailler plus en détail, mais bon voilà, il y a la caution physique classique qu'on connaît tous, avec plus ou moins de problématiques parce que on a bien vu ce qui s'est passé avec la crise sanitaire. Il y a des situations de vie qui peuvent radicalement changer assez rapidement. Il y a aujourd'hui le secteur est assez particulier, donc somme toute, c'est pas forcément nous aujourd'hui la solution qu'on privilégierait dans ces cas-là, en tout cas la solution la plus fiable.
Et il y a d'autres solutions, notamment des solutions un peu plus historiques, donc qui est le produit de garantie loyer impayé, qui aujourd'hui, avec certaines méthodologies, peut être un peu plus innovantes, justement, notamment avec la garantie Total The Lock ou des solutions de garantie locative comme Smart Garant, qui permet justement d'avoir aussi le volet préventif sur la sélectivité des profils. Et également de se faire accompagner sur un troisième point qui est l'accompagnement sur la partie gestion locative, là où Hublot va peut-être un peu plus intervenir notamment. Et le deuxième point qui permet justement aussi d'articuler cette confiance entre le locataire et le propriétaire ou le bailleur, de manière générale, que ce soit professionnel ou non, c'est le volet curatif et donc ce qui se passera en cas d'impayé, en cas de sinistralité. Moi, j'aime bien comparer aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, il y a aussi une crainte qui est exacerbée parce qu'on ne sait pas tellement quoi faire et les délais sont extrêmement longs en cas de sinistre, en cas d'impayé. J'aime bien comparer avec le marché de l'emploi. Moi, je suis franco-suisse, donc j'ai aussi un moyen de comparaison par rapport à ce qui se passe en Suisse. Aujourd'hui, par exemple, sur le marché de l'emploi, on peut beaucoup plus facilement envoyer un employé si ça se passe mal. Et à l'inverse, aujourd'hui en France, donc du coup, en fait, là où je veux en venir, c'est que les recrutements vont être beaucoup plus facilités. Et là, si on fait un peu la comparaison, c'est qu'aujourd'hui, on va anticiper des risques, on va être assez frileux sur certains profils de candidats parce qu'on sait que derrière, in fine, les problématiques qui vont se poser si effectivement il y a une problématique d'impayé, s'il y a de la dégradation ou autre, seront assez conséquents. Et donc le fait de pouvoir se faire accompagner là-dessus, que ce soit d'un point de vue opérationnel ou financier, par des solutions assurantielles notamment ou par d'autres solutions, permet également de renouer cette confiance entre le locataire et le bailleur. Fabrice, si tu veux poursuivre peut-être. Merci Thomas donc, pour ton introduction sur ces sujets d'assurance. Alors, suite au rapport Nogal de 2019, j'ai effectivement mis en place un outil, puisque la plateforme The Lock est gratuite pour les agents immobiliers. Vous pouvez l'utiliser aussi bien pour faire des dossiers de locataires que des dossiers en cas de gestion locative. Mais notre modèle économique est basé sur l'assurance. Donc aujourd'hui, on assure plus de 25 000 logements en France avec l'assurance loyer impayé. La particularité de notre assurance, c'était de gommer une problématique qu'il y avait chez les assureurs traditionnels avec l'assurance payée par le propriétaire, qui était de commencer à ouvrir le dossier de sinistre quand il y a 2 mois d'impayé. Et en laissant à l'agent immobilier le travail sur la partie précontentieuse, c'est-à-dire entre le premier jour d'impayé et le 2e mois constitué d'impayé, c'est-à-dire au moment du commandement de payer par l'huissier. Pourquoi j'ai mis en place cette solution? Premièrement, parce que le législateur ne l'a pas fait. Ça, c'est le premier point. Il n'y a jamais eu de mise en place du rapport Nogal par le législateur. Le deuxième, c'est que ça correspond exactement à ce qu'attend le propriétaire et ça correspond exactement à ce qu'attend l'agent immobilier. Je précise, le propriétaire, quand il investit sur un bien immobilier locatif, il a un besoin de sécuriser le fait de payer une échéance de prêt à sa banque ou d'assurer le rendement de son bien. C'est-à-dire que s'il a payé cash, il a besoin d'avoir son rendement et de ne pas se poser la question s'il va avoir son loyer ou pas. Donc comment on a fait ça? Parce que ce produit, il fallait le mettre en œuvre. À côté professionnel, l'intérêt, il est sur le non déceptif côté bailleur. Puisqu'on peut perdre des mandats de gestion si à un moment, on a un impayé total ou partiel. Puisque ça génère en fait une tension, une friction côté bailleur. Et le bailleur, il s'inquiète aussi sur l'état du logement. Si quelqu'un commence à ne pas payer, il se dit, alors attention, en plus, on n'aurait peut-être pas dû acheter du locatif, mais en plus, on risque de retrouver un logement qui est détérioré. Donc, pour gommer ces zones de frottement, que moi je connais bien pour avoir géré plus de 8500 logements en administration de biens, en fait, fidéliser, capter des nouveaux clients, augmenter les parts de marché des agents immobiliers sur la partie gestion locative, puisque aujourd'hui les parcs immobiliers locatifs en France sur 7 millions de logements sont très désintermédiés, à la différence de la transaction. Donc il faut qu'aujourd'hui on prenne des parts de marché. Pour prendre des parts de marché, il faut coller le plus possible, soit via des solutions comme celle de Thomas, puisqu'on est très complémentaires, on n'est pas en opposition, soit des solutions comme la nôtre chez The Lock, c'est d'être en capacité d'avoir aucune rupture de la chaîne de paiement. C'est-à-dire que le propriétaire, il fait confiance à un professionnel qui va sécuriser le dossier locataire au maximum, lui éviter une déchéance de garantie avec des assurances qui auraient été plus ou moins bien choisies,
et faire en sorte que tous les mois, à date fixe, il ait 100% de son loyer. Le reste, c'est à nous, professionnels de l'assurance, de pouvoir le garantir. Et comment ça fonctionne? En fait, on va directement sur la plateforme The Lock en tant que professionnel de l'immobilier. On fait agréer le dossier, on obtient un agrément irrévocable. Et en cas d'impayé, total ou partiel, et ça c'est la grosse différence, on a la capacité finalement de déclencher un ticket pour se faire rembourser sous 24 heures la somme non perçue par du côté du locataire. Ça va permettre de garantir le paiement du loyer à 100% au propriétaire, et ça va aussi permettre à l'agent immobilier de se garantir 100% de ses honoraires de gestion. Puisqu'à partir du moment où il encaisse le loyer, que ce soit un loyer ou une indemnité d'assurance, en fait, ça va permettre à l'agent immobilier d'avoir sa rémunération. Et ensuite, il se décharge complètement de la relance, puisque c'est The Lock qui va s'occuper directement de pouvoir faire la relance. Et comment on fait nos relances? On a mis en place des outils de workflow, de parcours digital, avec des liens de paiement, avec une automatisation de ces relances. Et on a des résultats assez exceptionnels, puisque finalement, tout le monde ne veut pas payer son loyer. Il y a beaucoup de gens qui veulent le payer et ils ont eu un rejet de prélèvement ou ils ont eu une problématique temporaire. Et le fait qu'on envoie des liens de paiement permet d'avoir, sans zone de frottement, l'argent côté propriétaire, les honoraires côté agent immobilier, et puis un traitement de l'impayé par The Lock, qui est gratuit, inclus dans l'assurance loyer impayé, parce que finalement, c'est pas à l'agent immobilier de traiter ça, c'est pas son métier. De base, il est agent immobilier, il doit rentrer des mandats. Et grâce à notre système, il rentre beaucoup de mandats puisqu'il garantit le paiement du loyer, ce qu'attend un propriétaire. Peut-être pour poursuivre. Alors, le côté Smart Garant. Ouais, pour poursuivre du coup, solution complémentaire effectivement à ce que propose Fabrice aujourd'hui, et revenir un petit peu sur ce que nous on propose du coup chez Smart Garant de manière assez simple. Nous on est un produit de GNI inversé, donc ça reste relativement innovant aujourd'hui sur le marché. Ça fait quelques années qu'on commence à voir apparaître ce type de solution de garantie locative qui sont aujourd'hui à la charge non pas du propriétaire bailleur, mais à la charge du locataire. On offre aujourd'hui des couvertures donc en fait on va intervenir sur plusieurs points. Nous, l'idée est née en fait en se rendant effectivement compte des problématiques marché, que certains locataires étaient exclus du marché locatif pour plusieurs raisons, parce qu'aujourd'hui les acteurs de l'immobilier ont soit pas forcément les outils pour pouvoir justement traiter un certain nombre de dossiers. Souvent, on parle d'exclusion sur les profils qui sont hors CDI, donc souvent des profils soit qui sont expatriés avec de la documentation dans d'autres langues. Donc évidemment, on peut pas demander à tous les gestionnaires de parler toutes les langues aujourd'hui dans le monde. Donc nécessairement, en fait, il y a des profils qui vont être exclus par manque de compréhension ou de compétences disponibles en interne, ce qui est tout à fait normal. De même, sur certains profils, type des profils d'indépendants, d'intérimaires, qui nécessitent beaucoup plus de délai de traitement qu'un simple dossier, on va dire, plus traditionnel sur un profil de CDI. Et donc, d'office, il y a des profils qui sont amenés à être exclus de ce marché-là. Et face à ce constat, on s'est dit que finalement, la technologie permettait à la fois de traiter plus rapidement ces dossiers, d'avoir une meilleure compréhension de ces dossiers. Et donc, on a inclus justement une brique en amont qui permet justement de vérifier et certifier le dossier. On utilise pour cela plusieurs technologies. On a 3 technologies qui sont vraiment sur le dossier traditionnel, on va dire, par le dépôt de pièces via la plateforme. Donc, on a une technologie de KYC. On travaille notamment avec un acteur qui est Neteos, qui permet justement, qui travaille avec aujourd'hui des assurances et des banques sur ces sujets-là et qui permet de questionner des bases et des références de l'État et vérifier si la personne est sur le territoire français avec un document qui n'est pas falsifié et dans les normes attendues. On va également, donc ça, ce qui est intéressant, c'est que tout se passe en quelques secondes, donc ça permet aussi vraiment pour vos clients propriétaires ou autres d'apporter une réelle sécurité et une réelle fiabilité sur les vérifications qui vont être effectuées. On va également s'appuyer sur des technologies d'ECR, donc de manière assez simple, c'est de la reconnaissance d'optique
sur des documents. Donc, ça va être par exemple sur un JPEG, un PDF ou d'autres éléments. Et là, on va être capable d'extraire un certain nombre de données et de recroiser du coup les données d'un document à l'autre. Donc, vérifier s'il n'y a pas d'incohérence. On va pouvoir également vérifier les métadatas sur les documents. On pourra détailler un peu tout ça dans un second temps, mais ces métadonnées, elles sont intéressantes. C'est par exemple si vous faites un clic droit sur un PDF, inspecter, vous allez avoir un certain nombre d'informations supplémentaires, notamment qui est l'auteur, à quelle date a été créé le document, etc. Donc on va être capable d'identifier si le document s'il a été modifié sur un Photoshop, par exemple. On va pouvoir également, avec des technologies qui sont vraiment spécifiques aux métadonnées, vérifier s'il n'y a pas des formes, s'il n'y a pas des changements de typo dans les documents, s'il n'y a pas des textes qui ont été rajoutés, des choses qui sont assez difficiles en fait à faire aujourd'hui à l'œil nu, ou en tout cas dans un temps record, qui est un petit peu rendu obligatoire aujourd'hui vu le nombre de candidatures qu'on peut recevoir face à une annonce. Donc voilà, il y a ces 3 technologies et on a également enrichi avec une 4e technologie qui est la technologie d'open banking. On pourra revenir dessus, qui est relativement innovante aussi sur le marché. Comme Fabrice le disait, c'est beaucoup plus répandu aujourd'hui dans les pays anglo-saxons ou dans d'autres États. C'est en train d'arriver, d'émerger en France. Il y a encore beaucoup de pédagogie aujourd'hui à faire parce que en tant que Français, on a aussi encore beaucoup de mal à ouvrir ces données on va dire un peu plus en public. Aujourd'hui, les données bancaires. Mais en fait, aujourd'hui, l'open banking, de manière assez simple, va nous permettre de récupérer l'équivalent des relevés de compte et donc d'avoir une analyse beaucoup plus fine de la solvabilité des locataires. Je précise que nous, on a la possibilité de le faire parce que c'est dans le cadre de l'étude d'un dossier, dans la mise en place d'un produit d'assurance qui est la garantie locative. C'est pas aujourd'hui autorisé sur une vérification de dossier uniquement dans le cadre de la mise en place d'une location. Et donc, de manière assez simple, on a tout ce plan de vérification de dossier et de certification de dossier en amont, donc anticipation et donc préventif, et le produit d'assurance. Donc aujourd'hui, on apporte une couverture qui va jusqu'à 100 000 euros, qui est sans franchise ni carence, qui est complètement gratuite pour le bailleur et les gestionnaires avec qui on travaille, donc les agences immobilières. Et on va également, du coup, gérer opérationnellement et financièrement toute la procédure contentieuse pour le compte de nos gestionnaires, donc ce qui permet pour les gestionnaires avec qui on travaille de déléguer, de gagner du temps et pour les propriétaires aussi de se déléguer d'une tâche qui est chronophage et stressante en cas d'impayé. Pour revenir un petit peu sur les points du volet préventif, on en a déjà beaucoup parlé, mais pour revenir un petit peu en détail dessus, voilà, effectivement, il y a tout un tas de technologies aujourd'hui, donc notamment celles que j'ai pu citer précédemment, qui permettent justement d'assurer un peu plus de sérénité et de confiance sur les dossiers. Il y a évidemment l'analyse de solvabilité dont je viens de parler et des technologies notamment d'open banking qui sont en train d'arriver sur le marché de la location. On pourra revenir un petit peu plus en détail là-dessus si ça vous intéresse. C'est aujourd'hui notamment, rapidement pour revenir sur l'open banking, il y a des normes aujourd'hui qui rendent obligatoire, qui imposent aux banques, notamment la norme DSP2, il y a une norme DSP3 qui va prochainement arriver, qui impose aux banques d'ouvrir sous des formats API. API, pour expliquer, permet en fait de synchroniser les comptes bancaires du coup avec d'autres solutions technologiques sur accord du locataire. Et évidemment, donc aujourd'hui, les dispositifs de sécurisation, donc que ça soit une caution physique ou par le biais d'un modèle assurantiel, donc avec une solution comme Smart Garant, The Lock, une GLI plus classique, la garantie Visal aussi, qui est un dispositif d'État aujourd'hui qui est complètement gratuit, qui est aussi une solution qui est très pertinente dans certains cas de figure et qui permet d'apporter une couverture du coup complémentaire et un accompagnement en cas de sinistre. Et après, il y a le troisième volet qui est sur la partie qualité de gestion locative. Peut-être Flavien, tu veux rebondir sur ce point-là? Oui, c'est que je pense que le point qui est important, et on reviendra par la suite sur la notion notamment de précontentieux, et on a vu Jérôme et Fabrice échanger sur les métriques. Ce qui est hyper important dans la gestion de la relation locataire, c'est d'avoir aussi ce process-là durant la vie de la gestion locative.
que ce soit toujours pour la centralisation des données, parce que les données vont continuer d'exister, notamment pour la mise en place du contrat de bail. Donc la même contrainte qu'on a vue sur les pièces pour la candidature vont avoir lieu dans la gestion locative. Et la même logique sur la notion de scoring, suivi. En fait, dans la gestion précontentieuse, la réactivité est hyper importante et de détecter le plus rapidement les impayés permet de gérer et d'identifier les dossiers qui vont aller justement sur une thématique de sinistre, donc sur lequel il y a une assurance à faire jouer, ou des thématiques qui sont plus des problèmes vraiment temporaires ou des problèmes juste techniques de mauvais RIB ou autres associés. Donc c'est des points assez importants. J'avais juste une question pour Fabrice et Thomas, Oui. et c'est pas une question piège, mais c'est quoi l'ordre de grandeur de prix quand on veut souscrire, que ce soit donc soit à la charge du propriétaire, du locataire, mais peut-être pour les personnes, ça représente quoi en ordre de grandeur? Évidemment, ça va dépendre, hein, j'imagine, du profil ou autre, mais juste les ordres de grandeur pour avoir cette protection. Alors nous concernant chez Smart Garant, étant donné qu'il y a tout un panel de services qui sont associés aussi à ce que nous on va proposer, donc notamment la vérification du dossier locatif, on est sur un prix public à 4,3% du montant du loyer. Donc l'avantage c'est qu'on va s'adapter aussi à la situation de chacun des locataires. Peut-être un point qui est important, c'est que nous on va vérifier le dossier du locataire et définir un loyer maximum pour lequel on considère que le locataire sera en mesure de payer son loyer. Et donc, on va appliquer des taux d'effort qui vont varier entre 33 et 38%. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir, nous, de par notre modèle, et aussi parce qu'on a un statut de courtier, analyser en plus des éléments, on va dire, qui sont la partie haut de l'iceberg, donc les revenus, les éléments de solvabilité via le compte bancaire. On va pouvoir intégrer aussi s'il y a des aides sociales, on va pouvoir intégrer les éléments s'il y a de l'épargne. Donc, avoir une vision vraiment précise sur les éléments financiers du locataire et donc nous permettre au locataire à la fois de candidater à des loyers peut-être parfois un peu plus conséquents que chez n'importe quel autre acteur. Mais voilà, on va quand même définir un plafonnement de loyer en fonction du risque, du profil risque du locataire. Donc ça commence à 4,3%. Il y a une offre annuelle et mensuelle pour le locataire, donc ce qui permet aussi d'avoir de la flexibilité en fonction des profils de locataires, si c'est des profils étudiants, si c'est des profils CDI, si c'est des profils intérimaires, intermittents, CDD, etc. Et donc voilà, de aussi faciliter le parcours, que ce soit côté locataire ou côté bailleur. Très clair. Et juste, il y a eu plusieurs questions, donc pour les gens qui ne voient pas, il y a des réponses sur le chat. Il y a eu un échange qui était autour de l'open banking et est-ce qu'en France, on aime ou non donner ces informations? Et je pense que c'est vrai qu'on a une réticence assez naturelle. Et aussi, juste pour donner 2-3 contextes, dans les milieux anglo-saxons, c'est normal d'avoir un scoring. Et d'ailleurs, Oui. c'est même le cas sur du credit scoring, mais il y a même le sujet de la santé, sur lequel il y a une acceptation relative de dire qu'il peut y avoir une analyse sur des données personnelles, ce qui n'est pas du tout le cas en France, où c'était quelque chose qui était relativement tabou. Et c'est vrai qu'en fait, aux États-Unis, quand on a un score crédit quasiment, qui est basé sur plein de métriques. En France, je pense que c'est quelque chose qui est encore un peu sensible. Et on avait aussi en France quand même un secteur bancaire qui était aussi un peu réticent dans cette ouverture. Et donc, on a un phénomène où le public est pas hyper fan de données, les établissements bancaires n'étaient pas ultra fans au début, et donc on a un taux d'adoption qui est en deçà des autres pays européens et encore plus des milieux anglo-saxons là-dessus. Et j'en profite, Thomas, tu as une question qui est directement pour toi, c'est de Oui. bien comprendre ton positionnement par rapport à la garantie Visale. Et après, oui, à Fabrice, je te repasse la parole. Oui, alors par rapport à la garantie Visale, nous on se positionne comme une solution complémentaire. Visale, c'est un super dispositif d'État qui est complètement gratuit pour les locataires. On a beaucoup de chance en France de pouvoir avoir ce type d'aide pour justement faciliter l'accès à la location pour tous. Nous, on va dire qu'on est une solution complémentaire dans le sens où on va être sur des plafonnements de loyer beaucoup plus conséquents. Aujourd'hui, on peut aller sur des loyers qui montent jusqu'à 10, 13 000 euros. Donc, on travaille aujourd'hui avec des acteurs premium, type Barnes International, Engel Volcker, John Taylor, sur certains profils de location. On va être beaucoup plus axé aussi sur, un petit peu plus avec des parcours un peu plus adaptés pour les profils expatriés. Visale aujourd'hui a un parcours exclusivement en français, donc c'est pour les locataires ou pour les bailleurs qui sont non francophones, c'est parfois un peu compliqué.
Donc ça va être les principaux points, on va dire, de différenciation. Après, voilà, on va dire nous, on a une certification sur les dossiers qui permet aussi de rassurer le bailleur d'une autre façon. Voilà, Visal, là où Visal aujourd'hui a une ouverture un peu plus conséquente sur certains profils. Nous, on refuse des profils quand on suspecte de la fraude, quand on considère que la situation financière est trop basse, même si aujourd'hui, notamment pour les profils étudiants, Visal, historiquement, c'est quand même très axé sur les profils étudiants. Nous, on va aussi faire de l'étudiant, mais on va aussi aller sur tout autre type de profil que j'ai pu citer précédemment. Okay. Je sais que Fabrice avait une question et après Gaël, on prendra votre question. Fabrice, tu voulais intervenir? En fait, c'était pour répondre à la tienne. Donc, d'ailleurs, j'en profite pour dire qu'il y a un hacker qui n'a pas dû aimer ma relation avec les fraudeurs parce qu'il a coupé ma caméra. Mais donc, du coup, je voulais répondre sur le prix de la GLI payé par les bailleurs en garantie totale parce que je pense qu'en fait, le coût de cette couverture est méconnu et surtout, il est tellement faible par rapport à ce que ça amène comme garantie qu'il faut le dire. Donc, je vais faire un calcul. Si on prend un loyer national, hein, attention, je ne parle pas des grandes métropoles, hein, mais je prends un loyer moyen national à 750 € par mois. Sur un loyer à 750 € par mois, on est entre 2 et 2,5. Je vais prendre la fourchette la plus haute pour la garantie totale, 2,5. Ça nous amène à 18,75 € par mois. Quand on sait que cette somme, pour le côté bailleur, est déductible des revenus fonciers, on arrive à peu près à un coût de 9 €. Est-ce que pour 9 € par mois, on n'a pas envie d'avoir son loyer tous les mois ? Voilà, je vous laisse y répondre. Vu notre traction et l'augmentation du nombre de gens qui passent chez nous aujourd'hui pour leur contrat d'assurance loyer impayé, évidemment que ça a un intérêt puisque garantir 750 € versus 9, c'est pas cher. Et surtout, plus il y aura de l'eau assurée, plus il y aura de l'eau assurée par les professionnels de l'immobilier, et mieux ça sera parce que finalement, on pourra encore baisser les prix. Parce que c'est l'intérêt aussi, hein. On améliore la sécurité. Si on améliore la sécurité, il y a moins de sinistres. S'il y a moins de sinistres, on baisse les prix. Et actuellement, de par nos data, nos KPI, on est en capacité à baisser les prix des assurances loyers impayés, malgré le contexte national et international. Très clair. Et juste, j'en profite, donc je reviens un peu sur Thomas. Donc Gaëlle, qui a l'air de connaître le segment du logement social que j'aime beaucoup, elle mentionnait si en fait, comme c'est pris par le locataire, comment ça se passait la mise à jour de ces informations? Est-ce qu'il doit refournir de manière périodique pour peut-être ajuster la prime ou juste valider toujours la prise d'assurance? Non, du tout. Nous, on fait une vérification à l'instant T, donc en amont de la mise en place de la location. Un petit peu comme The Lock, on va délivrer une fois qu'on a fait la vérification et certification du dossier. Sous 2 heures, on délivre une attestation d'éligibilité une fois qu'on a fait cette vérification. Donc, on s'engage à le faire sous 2 heures, enfin, à faire toute la vérification sous 2 heures aujourd'hui, ce qui permet, enfin, on sait qu'aujourd'hui, il y a aussi un vrai besoin de réactivité pour nos partenaires. Mais on va faire, en fait, une vérification en amont. On ne fera pas de vérification une fois qu'on a édité cette attestation ou mis en place la garantie. C'est vraiment en amont. Par contre, c'est un point qui est intéressant, typiquement sur l'open banking, donc que ça soit sur open banking ou un dossier plus classique. J'y reviendrai à la toute fin du webinaire sur un sujet là-dessus, mais pour faire du préventif, on pourrait envisager, aujourd'hui on ne le fait pas, mais on pourrait envisager justement de demander aux locataires, par exemple en faisant payer un peu moins cher aux locataires, mais demander aux locataires de se synchroniser régulièrement, de synchroniser son compte bancaire régulièrement. On pourrait faire de l'anticipation justement de risque, anticiper une éventuelle situation de sinistralité ou d'impayé si on voit une dégradation de la gestion financière de ce locataire-là. Ça pourrait être des évolutions possibles. Aujourd'hui, on ne le fait pas. On fait uniquement une capture à l'instant T, donc vérification du dossier ou open banking à l'instant T. Ok, merci beaucoup. Et juste pour tout le monde, SLS, donc les bailleurs sociaux doivent réaliser des enquêtes de manière périodique, qu'ils appellent les enquêtes SLS-OPS. SLS, c'est pour calculer le surloyer. Donc on vérifie les ressources de la personne, et si jamais elle dépasse les plafonds prévus pour le logement social, à ce moment-là, le bailleur social est censé appliquer un surloyer sur le dossier de location. Je vous propose, il est déjà à 50, je vous propose d'avancer un tout petit peu. Oui.
Ouais, vous avez peut-être quelques points, je vous laisse peut-être préciser, mais Peut-être l'idée très c'était... rapidement, parce que c'est vrai que le parcours, juste que je voulais le présenter ici, c'était justement ce double volet, dépôt des pièces, on va dire plus traditionnel et open banking. Pour donner des chiffres, parce que je voyais que dans le chat, on parlait un peu de chiffres. Nous, aujourd'hui, en ayant optimisé le parcours, il y a encore certainement des choses à améliorer. On a à peu près 35% des locataires qui vont se synchroniser via open banking. Aujourd'hui, il y a un vrai intérêt pour des profils d'indépendants, auto-entrepreneurs, intérimaires, intermittents, de leur côté, puisque c'est des dossiers qui sont assez conséquents. Donc, à la fois côté locataire, ça permet de fluidifier le dépôt de ces pièces. Mais voilà, on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de pédagogie, comme on disait en France. Il y a encore un vrai travail à faire pour rassurer sur l'utilisation de ces données-là. C'est tout à fait logique et pertinent, effectivement, de se poser ces questions-là. Nous, on travaille avec un acteur qui s'appelle Linkso, qui est normé sur tous ces sujets-là. On n'a pas accès aux données bancaires, on n'a pas accès aux données d'accès bancaire, etc. Tout est anonymisé. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a un vrai travail à faire là-dessus et je pense que ça va évoluer. C'est de plus en plus présent dans des solutions plutôt B2B, donc à destination d'acteurs B2B. C'est en train d'arriver progressivement côté B2C là-dessus. L'avantage de l'open banking, c'est qu'on sait qu'évidemment, ce sont des données qui sont infalsifiables puisque les données nous sont transmises directement depuis l'acteur bancaire, la banque. Il y a aussi des solutions maintenant qui permettent de faire de l'open data, qui permettent de synchroniser par exemple avec des solutions type Sage, Payfit pour récupérer les bulletins de paye, etc. Et donc il y a tout un tas de technologies qui commencent à arriver sur le marché et qui permettent de se sourcer directement, de sourcer les données sans avoir à obtenir un document PDF directement, parce que la donnée est directement communiquée de base de données à une autre base de données. Mais évidemment, toujours avec l'accord du locataire. Et donc, c'est le locataire qui accepte de synchroniser ces données-là. On va avancer. Là-dessus, je vais passer rapidement parce qu'on a déjà pas mal abordé ces points-là. Nous, rapidement, effectivement, on va scorer le locataire et certifier. On a plus de 100 points de contrôle. On en a même maintenant un peu plus depuis ces derniers mois. On commence à s'intéresser aussi à l'intelligence artificielle. Évidemment, on a un vrai sujet évidemment, tous les serveurs sont basés en France. C'est un point qui est extrêmement important chez nous. Mais voilà, on pourra revenir un petit peu sur ces sujets-là si vous souhaitez sur les questions, parce que je vois le temps passe. Voilà, rapidement, ça c'est ce qu'on peut voir par exemple avec l'analyse des métadonnées dont je faisais mention. Aujourd'hui, on traite un peu plus de 2200 dossiers par mois et typiquement, on est capable de sortir automatiquement en quelques secondes le numéro de siret, la date d'ancienneté et des éléments sur le bulletin de paie. Donc, typiquement, voir s'il y a des formes qui ont été rajoutées, s'il y a du texte qui a été rajouté. Et donc, ce qui nous permet de traiter plus rapidement aussi le dossier, mais avec plus de fiabilité. Fabrice? Ouais, tu veux préciser un tout petit peu, vous, comment vous verrez? Ouais, toujours pas de caméra, mais c'est pas grave, c'est pas ça l'essentiel. Donc, si vous voulez me voir en vrai, je serai là la semaine prochaine à Paris avec vous tous, évidemment. Donc, en fait, dans la constitution du dossier locataire, il y a bien une chose qui m'horripile quand on se met à la place du locataire, c'est d'avoir à faire son dossier avec autant de documents et avoir à le refaire à chaque fois. On a tous discuté avec quelqu'un qui, à un moment, a créé son dossier locataire, constitué son dossier locataire pour le déposer chez un agent immobilier qui, au final, quand vous avez tout donné, vous répond « Désolé, j'ai loué à quelqu'un d'autre ». Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Bon, grande déception, évidemment, mais on repart à zéro, en fait, dans la démarche. L'idée, en fait, du dossier locataire The Loc, c'est la portabilité de ce dossier, sans risque de perte de données. Je m'explique, il y a deux enjeux. L'enjeu pour l'agent immobilier d'envoyer vers la plateforme The Loc sans frais pour constituer le dossier, et à la fin du parcours, d'avoir la capacité de délivrer un accord de garantie avec un QR code et un identifiant pour éviter justement la déperdition et la circulation de données personnelles. Parce que si jamais dans l'agence A d'une ville, on n'a pas trouvé son bonheur, en soi, c'est pas très grave, à partir du moment où on recommence pas à zéro et qu'on se promène pas avec ses documents, que ce soit par mail ou par papier. Et donc, l'avantage du dossier locataire qui est fait sur la plateforme The Loc, c'est qu'il est universel. Il est portable, en fait, vers l'agent immobilier numéro 2, l'agent immobilier numéro 3.
Et en fait, au moment où l'agent immobilier numéro 2 reçoit ce certificat, il a cette capacité finalement à vérifier via la plateforme, soit il est déjà abonné, soit il s'y abonne rapidement, il y a le mode d'emploi à l'arrière, et ça lui permet en fait de récupérer les données du candidat qui était allé dans l'agence 1 pour pouvoir le faire avec son consentement. C'est-à-dire que avant de pouvoir télécharger les informations qui sont derrière, eh ben en fait l'identité, les fiches de paye, etc. quand c'est un dossier classique, eh ben en fait l'agent immobilier va on va interroger sur la plateforme et demander l'accord du candidat locataire à ce que l'agence numéro 2 puisse avoir le dossier. Et là en fait en faisant ça, ben, on a la possibilité de répondre à des avis sur Google ou sur Facebook qui sont des avis négatifs quand il y a un locataire déçu. Et ça, en fait, ça a été une vraie promesse de valeur. Et le deuxième, c'est que on a progressivement fait valider aux différentes compagnies d'assurance loyer impayé notre sujet, puisque derrière, nous, on a le souhait de devenir la norme du dossier locataire. D'ailleurs, on a aujourd'hui des courtiers en assurance qui utilisent notre dossier pour tout simplement finalement avoir accès à une solution qui soit universelle pour le candidat et qui ne génère pas de frustration et qui en plus lui permette de trouver son logement. Alors, dernier point sur la partie dossier locataire express, c'est que on a, nous, également, le souhait de renverser la table sur le sujet du dossier, en clair, de ne plus faire son dossier pièce par pièce. Le dossier pièce par pièce, à terme, pour moi, n'aura plus lieu d'être à partir du moment où on est en capacité à avoir des données fiables autrement. Et donc, pour obtenir des données fiables, on a besoin finalement de répondre à 2 obligations réglementaires quand on est professionnel de l'immobilier, et non pas d'avoir toute la liste des documents. La première, l'identité. Donc nous, on fait une vérification biométrique de l'identité avec une société qui nous permet en fait d'être sûr que le candidat locataire, ses colocataires et ses garants sont bien les bonnes personnes, comme à la police des frontières. Et en 2, on va directement actuellement sur impôts.gouv, la CAF, l'URSSAF, en traitant des profils qui jusque-là n'étaient pas traités. Je vais prendre un exemple, les auto-entrepreneurs de moins de 2 ans, les assureurs n'en veulent pas. Et en fait, aujourd'hui, nous, avec notre système, on a réussi à faire valider aux compagnies d'assurance, via une convention de dérogation à leurs conditions générales de vente, le fait qu'on pouvait traiter un auto-entrepreneur avec moins de 2 ans d'expérience. Donc, on élargit, comme le disait Thomas, on élargit le spectre de la non-accessibilité à un logement et on aide les Français à se loger. Et donc, c'est tout notre enjeu à nous, c'est de pouvoir finalement avoir une chaîne de confiance dans laquelle on amène un élément de certification et des données de plus en plus fiables. Merci beaucoup. On va attaquer la 3e partie. Et l'idée de cette partie-là, elle va aller assez vite, ne vous inquiétez pas, parce qu'en plus, c'est bientôt l'heure du déjeuner. Et on traitera les questions, on en reprendra vers la fin. La logique, c'était de dire qu'une fois qu'on a utilisé les bons outils pour gérer la candidature, se pose ensuite la question de la gestion. Et dans la gestion, il va y avoir toujours cette logique de lien avec le locataire à réaliser. Et la toute première élément, c'est que tout le travail qu'a mentionné Thomas et Fabrice, il ne faut pas que ça soit perdu lorsqu'on commence à rentrer la location. Et un des cas classiques, c'est de se dire, est-ce que les documents que j'ai récupérés, les informations que j'ai voulues, est-ce que je peux les récupérer dans mon outil de gestion locative, c'est-à-dire l'outil qui va servir fondamentalement à commencer la relation avec le contrat de bail. Et ça, c'est un des points très importants, c'est de travailler au maximum pour éviter les doubles saisies dans les différents outils. Et bien évidemment, en fait, cette information-là, c'est pas uniquement juste pour qu'elle soit stockée comme ça, c'est qu'en fait, elle est réellement utile, notamment pour le contrat de bail. Et ça, il y a un point qui est souvent parfois encore fait de manière manuelle, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde a envie de signer en ligne, tout le monde a envie d'avoir des éléments qui sont déjà préconfigurés, et honnêtement, c'est toujours standardisé, les contrats de bail, on peut faire différents templates. Et la logique aussi, c'est commencer ainsi à montrer côté locataire cette logique qu'il a eue durant la phase de candidature et qu'il veut avoir durant la phase de location, un espace dédié, on lui notifie ces informations, donc il y a un lien qui continue sur du partage associé. Et ça, c'est assez important. Assez souvent, en fonction des typologies d'acteurs, par exemple, il n'y a pas forcément de portail locataire qui existe, ou en tout cas, il n'est pas perçu avec un véritable intérêt. Si on continue un tout petit peu, il y a un autre élément de lien avec le locataire et qui peut être d'ailleurs un point de friction à la fin du contrat, c'est l'état des lieux. Et là encore, c'est un très bon exemple. Honnêtement, personne n'a envie de faire d'état des lieux papier, ça emmerde tout le monde. Et 2,
L'avoir dans une version un peu sympa où tout est transparent et où l'information est gardée et stockée, ça permet d'avoir des choses beaucoup plus rapides et notamment ça permet de faire des états des lieux de sortie où on constate immédiatement les dégradations, c'est transparent, on peut faire de la pédagogie et ça simplifie les discussions autour de la restitution du dépôt de garantie. Et évidemment, c'est des choses aujourd'hui qui sont hyper importantes dans le temps passé pour gérer ce cas en fin de location. Et le point, c'est cette fois-ci, durant la location, ça rejoint un peu ce qu'on a expliqué, c'est que on peut toujours tout faire à la main, mais se pose la question du traitement et du volume. Il y a tout le traitement à la main qui doit être automatisé sur la gestion du contrat, mais aussi la notification auprès du locataire. Bien lui notifier qu'il y a un indice de révision qui arrive, qu'il soit correctement calculé. Être très rapide sur la génération des documents et la mise à disposition de ces éléments-là, et de faire le lien avec les parties prenantes. Et c'est quelque chose souvent qui manquait dans l'immobilier, c'était de percevoir le lien qu'il faut faire avec les parties externes. On a beaucoup parlé des candidats, mais il y a aussi le lien, comme l'a dit Thomas, avec l'outil comptable, où en fait aujourd'hui, il y a encore des choses à mettre en place, mais qui sont nécessaires d'automatiser des éléments de flux d'informations avec les différentes parties prenantes. Un des points, et après on va parler un peu plus de la partie précontentieux, un des autres points classiques qui mêlent différentes parties prenantes, c'est la fameuse réclamation. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, durant la location, c'est ce qui prend beaucoup de temps avec des demandes qui peuvent être administratives, où est ma quittance, à des demandes, ma porte de parking est bloquée. Et on voit qu'aujourd'hui, là encore, c'est des sujets où il y a un certain gain de productivité à avoir et surtout à une amélioration de la satisfaction client. Et c'est quelque chose qui est présent de la petite agence aux très grands bailleurs sociaux, où au final, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que l'information ne redescend pas. On peut un peu collecter, alors de manière un peu à droite et à gauche, mais aujourd'hui, un des enjeux, c'est cette transparence d'information mise à disposition des différents acteurs, que ce soit d'ailleurs des prestataires qui interviennent, mais également, bien évidemment, toujours cette logique du locataire. Et je pense sincèrement qu'un locataire qui a un lien assez fort avec son gestionnaire, sur lequel il voit qu'on s'occupe de l'élément, sur lequel il a une transparence, ça fait aussi un locataire qui aura vocation à avoir un comportement plus vertueux, c'est-à-dire paiement du loyer et aussi entretien du logement. Évidemment, il faut suivre les informations, comme l'ont montré Thomas et Fabrice dans la partie candidature. Là aussi, dans la partie location, en fait, il faut savoir où vous en êtes, les métriques, les actions à réaliser. C'est un des points importants qu'on sous-estime quand on parle d'un outil. Ça permet d'avoir quelque chose qui permet de centraliser, de voir quelles sont les actions que je dois réaliser de manière concrète et pas être perdu face à une masse d'informations. Les notions de tableau de bord sont très importantes. Et le point qui est important, et ça fait le lien avec tout ce qu'on a mentionné sur la partie assurance et impayé, c'est il faut arriver à avoir un enchaînement le plus efficace possible sur la détection des impayés et ensuite cette gestion sur la partie sinistre. Les impayés, ça arrive de manière assez on va dire générale. Et en fait, c'est assez clair et ça a été démontré dans pas mal de secteurs. Plus on agit rapidement, plus on va obtenir des résultats. Et on va surtout permettre d'identifier tout de suite les dossiers sur lesquels il y a une résolution entre guillemets à l'amiable qui est possible, des dossiers qui vont être longs et pénibles et sur lesquels l'assurance, évidemment, va être essentielle, mais sur lequel aussi il y a des actions à réaliser, un enchaînement. Et ça, c'est hyper important d'avoir vraiment cet enchaînement qui se fait le plus rapidement possible et avec une approche très processée, parce qu'en fait, c'est un moment de tension pour tout le monde. Et si en fait on met pas des process, en fait on se retrouve avec des communications inappropriées, on loupe des dates, on se stresse pour rien. L'approche qu'on essaye, je pense, d'amener aussi au travers de ces webinaires, c'est d'expliquer qu'il faut arriver à mettre en place des outils, des process pour arriver à gérer des moments clés sur lesquels, en fait, aujourd'hui, on perdrait du temps et on perdrait de l'argent en ayant des choses faites trop à la main. Et ce qui fait le lien, donc notamment par exemple avec Smart Garant, c'est-à-dire que par exemple côté Hublot, on se positionne comme l'outil de gestion locative pour gérer le contrat de bail, le quittancement, la remontée d'incidents. Par contre, on va s'arrêter à la partie sinistre et sur lequel on passe la main à des acteurs qui vont permettre d'ajuster réellement la problématique. Et Thomas, je ne sais pas si vous pouvez reprendre la main sur comment vous gérez la partie plus curatif. Et avec aussi de effectivement, le gros enjeu, comme tu l'as dit, c'est la rapidité.
plus on attend pour traiter le sinistre, moins on a de chances de récupérer les éléments, enfin les finances, enfin les dettes, la dette financière qui n'a pas été perçue. Donc effectivement, c'est bien de s'outiller par des solutions. Évidemment, je vais prêcher un peu pour ma paroisse, mais c'est vrai que quand on a une caution physique derrière, la problématique qui se pose, c'est déjà de prouver que le locataire n'est plus solvable, ensuite essayer de se retourner auprès de la caution physique. Donc ça peut prendre déjà plusieurs mois. Le problème, c'est qu'il faut agir dès les premiers jours pour pouvoir s'assurer qu'il n'y ait pas un manquement s'assurer effectivement de pouvoir récupérer les loyers et entamer les procédures contentieuses. Je pense que c'est la même chose chez The Lock, mais aujourd'hui, nous, on va chez Smart Garant, on demande à nos partenaires de nous prévenir dès le premier retard, donc avant même qu'il y ait un impayé. On considère dans le milieu assurantiel qu'il y a un impayé après 30 jours, enfin, il faut que le mois soit échu. Et ensuite, nous, on vient indemniser sous 5 jours en cas d'impayé. Mais effectivement, plus vite on va pouvoir être prévenu, plus vite on va pouvoir faire de la relance simple aussi. Donc, l'avantage, c'est que des solutions comme les nôtres, on va venir coupler avec des relances SMS, des relances téléphoniques, essayer de comprendre si la situation elle est vouée à durer dans le temps ou si c'est un simple oubli, ça peut arriver. Et le fait d'avoir un tiers supplémentaire qui, on va dire, n'est pas ni lié uniquement côté locataire et ni lié uniquement côté bailleur, ça permet d'apporter un peu de sérénité aussi dans ces situations qui sont très vite conflictuelles. La caution physique d'office est, on va dire, un peu plus prêchée aussi pour la paroisse du locataire, parce qu'il y a souvent un lien familial en plus. Donc le fait d'avoir un tiers de confiance entre eux, ça apporte justement cette sérénité dans ces situations assez stressantes. Et on va aussi s'appuyer sur un certain nombre de technologies qui permettent justement d'indemniser le plus rapidement possible et d'engager les procédures contentieuses jusqu'à expulsion du locataire. Et là, le délai, il est crucial. Donc voilà, tout ça, je ne vais pas vous faire l'affront de reprendre un petit peu toutes les étapes de la mise en demeure au commandement de payer, parce que vous connaissez bien tout ça. Mais voilà, je ne sais pas si tu veux compléter, Fabrice, peut-être avec The Lock là-dessus. Oui, tout à fait. En fait, il y a une chose qui est importante, c'est de se rendre compte quand on est administrateur de biens que on peut pas faire tous les métiers en fait. C'est difficile de faire tous les métiers. On demande à un administrateur de biens, un gestionnaire locatif, d'être commerçant, commercial. On lui demande d'être administratif, on lui demande d'être comptable, on lui demande d'être gestionnaire contentieux, on lui demande beaucoup de choses. À un moment, c'est pas gênant en fait. Il y en a qui sont très très forts en fait. Il y en a qui sont excellents pour gérer du contentieux. Mais c'est un métier. C'est un métier dans lequel il faut être outillé. On le voit à travers ce que tu proposes, on le voit à travers ce que propose Hublot. Il faut qu'on ait une capacité à les accompagner. Et pour les accompagner, en fait, il faut parfois les décharger de certaines tâches qu'on peut mener autrement. Et c'est ça en fait qu'il faut regarder, c'est de dire comment demain nos outils sont en capacité finalement à comme le dit le slogan de The Lock, simplifier la loc, c'est-à-dire être en capacité finalement à vous aider à faire votre vrai métier et vous aider également à densifier votre portefeuille. Quel gestionnaire aujourd'hui voudrait avoir moins de lots ? Non, à partir du moment où avec le même nombre de personnes, on est capable de gérer plus de lots de manière sécurisée, c'est juste ce que recherche tout le monde, voilà, et de bien servir son client. Donc voilà, nous on se base uniquement dans notre réflexion sur les zones de frottement, et il y en a d'autres à venir là, dans notre roadmap. On va traiter quelque chose qui est souvent oublié par les ERP de compta, c'est comment je constitue un dossier bailleur pour un nouveau mandat de gestion. Et il y a des sujets là-dessus, c'est de dire, on peut faire des API avec les logiciels comme Hublot, être en capacité finalement à remonter chez Hublot les informations nécessaires à la création de la fiche propriétaire. Et donc, à travers ces éléments-là, on peut y ajouter une couche d'innovation, puisqu'on est capable d'aller chercher des données sur impôt.gouv, on est par exemple capable d'aller remonter, dans un métier qui est plus proche de celui de la DB, on est capable de remonter en automatique la taxe foncière pour récupérer la taxe d'ordure ménagère tous les ans, avec un pré-consentement. Donc voilà, ça c'est des choses par exemple qu'on va pouvoir faire avec Hublot. Claire, je vous propose d'aller sur la partie conclusion. Peut-être pour donc Jérôme a dû partir parce qu'il s'occupe du salon, ce qui me permet d'indiquer que tous les participants
Santos à Laurent, qui a lieu la semaine prochaine. Donc, vous pouvez nous y retrouver. Et je crois que Jérôme a participé à partager un code parce que c'est un événement où les visiteurs ont un ticket normalement payant. Il a proposé un code promo. Il y a une question de Wilfried sur où se trouvent les différents outils. Donc Fabrice a répondu Zoloc est pour l'instant sur la France, mais on a des projets sur l'Europe. Côté Hublot, on est présent dans plusieurs pays, mais plutôt avec des acteurs francophones. Mais aujourd'hui, on est présent en Belgique, Italie, Espagne et UK, mais de manière plus anecdotique. Je pense que comme Fabrice, on est quand même focalisé sur la France, mais on peut accompagner pas mal d'acteurs dans d'autres pays. Il y a certains pays où ça va être compliqué d'un point de vue réglementaire, mais d'autres où c'est pas trop problématique. Et toi, Thomas, tu es aujourd'hui en France, Nous, j'imagine? on est exclusivement concentré sur la France aujourd'hui, puisqu'on a justement toute cette dimension assurantielle. Et donc, effectivement, le type de bail et les éléments qui vont être présents dans un bail d'un pays à l'autre vont pas être les mêmes. La réglementation assurantielle non plus. Donc, non, aujourd'hui, on est vraiment concentré sur la France. Après, on s'ouvre à des profils de locataires qui sont expatriés, avec des propriétaires qui peuvent être basés à l'étranger, mais pour une location qui se trouve sur le territoire français. Très clair. Le webinaire arrive à sa fin. Vous pouvez encore poser quelques questions. On va attendre 1 ou 2 minutes. C'est juste aussi, j'étais très content que les différents intervenants acceptent de participer. Ce qui est, je pense, intéressant de constater, c'est que on arrive aujourd'hui avec des nouvelles solutions qui ont une assez grande maturité en termes d'usage. Je pense que là, on voit qu'on arrive sur des propositions où l'ajout de valeur n'est pas anecdotique, mais on attaque des vrais points de souffrance. On a essayé de mentionner durant tout le webinaire l'enjeu de connexion entre les différents outils. Ça, je pense que c'est un des éléments qui est hyper important pour tous les acteurs de l'immobilier, c'est-à-dire de pousser aussi bien côté éditeur que côté client cette logique de lien à faire entre les différents éléments, parce que c'est ça qui va amener encore plus de valeur. Et je pense que bien évidemment, côté les personnes qui ont pu nous écouter là ou qui nous écouteront en replay, si vous avez des thématiques qui vous tiennent à cœur ou des questions qui sont encore aujourd'hui non répondues autour des différentes thématiques de l'immobilier, n'hésitez pas, vous avez nos contacts sur cette page-là. Vous allez évidemment recevoir également le replay du webinar et vous pouvez nous contacter en direct pour des questions sur les différentes solutions ou, comme je vous l'ai dit, pour essayer de proposer une nouvelle thématique de webinar. Il n'y a pas d'autres questions. Il y en a eu pas mal durant l'échange. En plus, c'est l'heure du déjeuner. Merci beaucoup Thomas et merci beaucoup Fabrice pour votre temps. Merci à tous. Merci Flavien, c'était vraiment très intéressant. À bientôt Thomas. Merci. À bientôt Fabrice. Merci à tous. Je vous souhaite un très bon déjeuner. À bientôt. Au revoir. Au revoir.